l'intelligence artificielle pour traiter des grandes méga-données qui nécessitent une grande énergie. Depuis 10 ans déjà, la consommation de l'énergie va tripler par les data centers et la Russie met en place déjà ces installations modulaires qui sont incorporées sur les centrales nucléaires qui garantissent l'alimentation durable en énergie. Et encore une raison, ce sont des énergies vertes. Les énergies vertes minimisent l'impact environnemental et climatique. Et je répète, justement, la source clé de cette énergie bas carbone, l'énergie propre, ce sont des centrales nucléaires qui devancent les autres sources énergétiques quand on parle du coût, de la composante écologique, mais aussi la pérennité du ravitaillement énergétique. Et si je ne me trompe, M. Grossi, selon les prévisions de l'AIE, la capacité de toutes les centrales va doubler déjà dans quelques années pour constituer 1000 mégawatts. Et bien sûr, il y aura plus de demandes pour le nucléaire pacifique, surtout dans les pays du Sud global et de l'Est global qui renforcent leur potentiel énergétique global. Et cet attachement au développement, à la croissance, l'utilisation du nucléaire pacifique est soutenu par la Russie. Et avec beaucoup de fierté, je voudrais dire que seulement la Russie possède des compétences dans toute la chaîne nucléaire et grâce à la sécurité et la durabilité, ces centrales nucléaires qui sont construites par la Russie sont les plus demandées au monde. Et je vais aussi dire que nous développons les projets des réacteurs nucléaires de faible puissance, même des réacteurs flottants. Et très bientôt, on va produire en série les petits réacteurs. Et ce leadership est fondé sur notre approche de principe, c'est-à-dire que nous respectons nos engagements dans le cadre des contrats qui ont été signés. Je le répète strictement, nous respectons toutes les dispositions, quel que soit le contexte politique. Et bien sûr, nous sommes contre le colonialisme énergétique, c'est-à-dire que nos partenaires ne sont pas dépendants des solutions technologiques russes. Au contraire, nous aidons tous les pays à mettre en place leur industrie nucléaire propre en formant le personnel, en ouvrant les centres de compétences et nous coopérons avec les entreprises locales. Nous soutenons l'exploitation des centrales. Nous ravitaillons en combustible nucléaire ces centrales. Je dirais même plus, nous partageons notre expérience, nos savoir-faire dans la mise en place d'autres technologies. C'est la médecine nucléaire, ce sont des systèmes nucléaires, c'est le transport, ce sont des matériaux nouveaux. Et donc, nous aidons nos partenaires à réaliser cette révolution technologique pour le bien de la croissance nationale et pour améliorer le bien-être, bien sûr, de la population. C'est une dimension très importante de notre fonctionnement. C'est la preuve que l'accès équitable aux technologies, y compris du nucléaire pacifique, va garantir cette croissance, ce développement durable. Chers collègues, les technologies du nucléaire pacifique, pour nous, c'est la base de la coopération nucléaire. C'est la base du rapprochement des États. Nous sommes intéressés par la mise en place des conditions durables dans la sphère nucléaire. Et pour notre pays, la priorité, c'est la garantie de la sécurité nucléaire et de la protection physique des sites nucléaires et des installations nucléaires, quel que soit l'emplacement de ces sites. Ceci dit, il faut renforcer les exigences dans le domaine de la sécurité à tout le stade du cycle nucléaire, l'extraction de l'uranium, l'exploitation des réacteurs,
et bien sûr le stockage des déchets nucléaires. Il faut donc gérer ce domaine pour équilibrer le développement du Pacifique nucléaire ainsi que le régime de non-prolifération nucléaire. Il est évident que la construction des centrales demande des grandes ressources, c'est-à-dire que les risques et les avantages devraient être équilibrés entre toutes les parties prenantes, l'État, les investisseurs et les consommateurs. Et je pense qu'il faut mettre en place les modèles nouveaux internationaux de financement et faire participer les institutions de finances et bien sûr les banques de développement. Au début de cette année, les pays de BRICS ont fondé la banque de développement qui va financer ces projets et sur initiative de la Russie, on va créer le mécanisme de coordination dans cette activité. Et ce sont bien sûr les ressources pour ravitailler les centrales pour les dizaines d'années à venir. Et pour garantir ce processus, il faut des technologies nouvelles, plus efficaces. Et nous travaillons dans le domaine de ces solutions. Tout à l'heure, avant cette session, avec les collègues, avant d'entrer dans cette salle, nous avons échangé de nos vues et je voudrais juste souligner que selon les estimations de CDE, les ressources de l'uranium seront épuisées d'ici 2080, mais peut-être en 2060, nous allons épuiser toutes les ressources de l'uranium, c'est-à-dire durant notre vie. Et compte tenu que le quart de gisements de l'uranium, ce sont des gisements avec d'autres matières premières. Et donc, déjà en 2030, ici en Russie, dans la région de Tomsk, nous avons prévu de mettre en place un système nucléaire à circuit fermé. Ce que ça veut dire à circuit fermé, c'est une solution technologique révolutionnaire de fabrication russe. Et cela veut dire que 95% de déchets nucléaires seront utilisés de nouveau à plusieurs reprises. Et ce mécanisme va nous permettre de résoudre le problème d'accumulation des déchets nucléaires. Et donc, ce qui est très important, il faut ce problème de ravitaillement en uranium serait résolu. Toute cette panoplie des technologies nouvelles va être réalisée au centre qui est construit dans la région d'Ulyanovsk et nous invitons nos partenaires de différents pays à coopérer à la construction de ce centre pour inaugurer cette nouvelle époque dans le nucléaire pacifique. Chers amis, notre dialogue dans le cadre de ce forum mondial se passe cette année. D'abord, c'est l'année de 80 ans de l'industrie nucléaire et aussi la journée de l'industrie nucléaire. C'est une fête annuelle le 8 septembre chaque année. On en a parlé tout à l'heure avec nos collègues. La première solution en Union soviétique dans le nucléaire pacifique, c'était le 27 septembre 1942, c'est-à-dire en pleine guerre. Et on ne connaissait pas encore l'issue de cette période la plus dramatique de la guerre, la bataille de Stalingrad, la bataille pour la ville de Stalingrad qui battait son plein, tandis que le comité de défense nationale a pris la décision de continuer les travaux sur l'uranium. Et je voudrais féliciter toute l'industrie nucléaire, le personnel
les chercheurs, les vétérans et bien sûr les invités de ce forum, les experts des ex-républiques soviétiques réunis par les traditions du ministère nucléaire de l'Union soviétique. On va continuer cette tradition. Je vous souhaite plein succès pour le bien-être de nos peuples et de toute l'humanité. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre assistance et pour vos félicitations. Pour nous, c'est un grand plaisir et c'est une grande responsabilité de réaliser tout ça. Ici, nous avons réuni à cette table les représentants de beaucoup de pays qui viennent de commencer le développement nucléaire et les pays qui ont déjà acquis l'expérience. Et donc, par exemple, pour la Biélorussie, la centrale nucléaire représente plus de 40% de l'énergie électrique, mais aussi cette centrale sert de la vitrine pour l'industrie nucléaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir cette centrale. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Biélorussie, car vous êtes un vrai patron pour la construction de cette centrale. Et je vous remercie spécialement pour votre demande que vous avez fait en 2023 de rester en votre République et de continuer les projets. Donc, je vous passe la parole, chers amis. Avant de dire quelques mots sur notre sujet, je voudrais attirer votre attention à ce forum. Vous connaissez bien sûr en quelle situation est la Russie et nous aussi, ensemble avec la Fédération de la Russie, nous sommes actuellement et vous savez quelle est la situation internationale, quelles sont les insultations que nous avons entendues, on nous nomme les agresseurs et donc vous connaissez bien sûr que la Russie aussi que les autres pays a des problèmes actuellement et actuellement la Fédération de Russie a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de luttes à faire qui sera évoluer plus tard, j'en suis sûr. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous ne parlons pas de la guerre, nous ne parlons pas des problèmes militaires. Et c'est avec l'appui de la Russie qui a assez de problèmes. Nous parlons aujourd'hui de l'utilisation de l'énergie nucléaire pacifique et nous nous sommes réunis ici à ce forum avec la Russie qui partage ses connaissances et savoir-faire. Et dites-moi quels sont les autres pays qui puissent déclarer ouvertement et de découvrir les technologies à pointe qui ne sont pas à partager ouvertement. Moi, croyez-moi, je suis dans la politique depuis très longtemps et je connais parfaitement bien les autres pays qui font le même métier et j'ai même visité beaucoup de ce pays. Mais c'est vraiment extraordinaire d'inviter les gens dans cette période difficile pour ouvrir ces technologies, pour donner les connaissances aux autres. Vraiment, la Russie d'aujourd'hui ne cache rien de ces secrets du domaine. Et donc, je le dis souvent, et non seulement car nous sommes amis avec Vladimir Poutine, mais vous voyez vous-même que aujourd'hui, dans cette période difficile, la Russie nous ouvre une industrie la plus cachée, plus distraite. Et c'est le cas de la Biélorussie. On a construit beaucoup des centrales nucléaires dans le monde entier. Peut-être la Russie a créé plus de stations, des centrales nucléaires dans les autres pays, mais
c'est vraiment un cas exceptionnel quand la Russie a proposé à un pays étranger de créer une nouvelle centrale nucléaire avec la plus haute technologie, la plus pointe, la plus avancée, avec un crédit d'appui, avec les spécialistes, les constructeurs et je remercie beaucoup M. Lekachev qui nous a permis de créer ensemble cette centrale nucléaire et nous avons réalisé un projet le plus avancé, c'est-à-dire que maintenant nous avons une centrale nucléaire la plus belle qui fonctionne aujourd'hui. Bien sûr, il y avait des ennuis, il y avait des problèmes avec la mise en marche, il y avait des problèmes avec les fournisseurs étrangers qui ont refusé de monter quelques équipements et la Russie a remplacé ces équipements à bon temps. Donc, je vous remercie, Vladimir Vladimirovitch, Sergei, Alexei. Donc, je vous adresse au nom. Donc, merci beaucoup pour la réalisation de ces projets et merci, Alexei, que vous ne quittez pas la Biélorussie. Et je vous dis franchement, demain, nous allons parler avec M. Poutine et je pense qu'on va décider de construire la deuxième centrale nucléaire et on n'a aucun doute qui sera le réalisateur. Ce serons nous avec les Russes, car nous avons appris des Russes comment le faire et avec la participation des Russes, nous participons également dans les autres constructions dans le monde entier et je peux vous dire que on fera beaucoup de nouvelles centrales et je peux vous dire franchement que vraiment les choses que la Russie fait actuellement, c'est une très grande affaire et la Russie a beaucoup de respect dans le monde entier et je voudrais je veux rejoindre toutes les félicitations qui étaient exprimées par M. Poutine. Donc, vous êtes vraiment digne de cet honneur et je vous remercie pour nous inviter à ce forum. Donc, aujourd'hui, vous avez montré beaucoup de choses. Quelles sont les choses que la Russie peut réaliser? Et donc, ce forum est l'expression absolument clair quelles sont les capacités de la Russie dans le domaine nucléaire et donc en effet je ne vais pas lire tous les trucs que nos spécialistes ont écrits ici dans mes papiers. Je vous demande encore une fois de ne pas nous quitter, de ne pas laisser la Biélorussie. Je pense que nos spécialistes sont persuadés qu'il faut continuer la coopération et non seulement nos projets qui ont été établis à l'époque de M. Kirienko, mais il y a également d'autres domaines pour continuer la coopération, y compris la médecine nucléaire. Et donc, je vous prie de renouveler, de relancer le centre de recherche nucléaire en Biélorussie. Je l'ai gardé depuis l'époque soviétique et donc sous le patronage de M. Grossi, nous avons gardé pas mal de matériaux, pas mal de documents là-bas et donc je veux vous remercier M. Grossi qui vous avez été un vrai mec, un vrai homme et donc la construction de notre centrale a été très politisé. On disait que bon, on a trouvé une mauvaise place, c'était pas bien, mais vous avez défendu ce projet, vous avez dit de ne pas attaquer la Biélorussie car c'est la centrale la plus avancée. Il n'y a pas de question de la part de votre agence. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un ex-ministre qui est vice-premier ministre aujourd'hui, qui était responsable de la construction de cette centrale et je peux vous dire que vraiment vous avez fait une très grande affaire, vous étiez
vous étiez très sincère et très honnête, et donc vous avez beaucoup aidé la construction de cette centrale. Et donc, je peux dire que avec vous, Vladimir Vladimirovitch, si un jour M. Grossi se présente à la présidence des Nations Unies, il aura tout le soutien possible de notre part. Et donc, je vous remercie, Vladimir Vladimirovitch, pour toutes les connaissances, pour la science et pour la création de la nouvelle puissance nucléaire, la Biélorussie, et nous sommes prêts de travailler ensemble avec vous en Biélorussie et à l'étranger également. Donc nous savons tout faire. Et vraiment, si vous dites à M. Kirienko que ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, je peux dire que nous pouvons tout faire, sauf la construction du réacteur même. Et nous pouvons le faire aussi chez nos partenaires dans les pays étrangers, et nous sommes prêts à participer. Et je vous assure que nous pouvons garantir la très haute qualité de ce travail. Donc, Monsieur le Président de l'Arménie, si vous êtes prêt, nous pouvons aussi le créer chez vous. Merci beaucoup, Alexandre Grigorievitch. Il y a encore une centrale dont on était fiers, qui existe depuis 1977 en Arménie. En 88, cette centrale a survécu le séisme de 8 points. Et depuis cette époque, c'est la seule centrale qui a survécu ce séisme. Et donc, depuis cette époque, nous travaillons ensemble avec nos collègues arméniens. Donc, la centrale est à l'Arménie, bien sûr, mais je peux dire que c'est la nôtre centrale aussi. Et nous regardons avec l'attention, avec beaucoup de respect, votre vision, car actuellement, vous choisissez le pas suivant pour le développement dans le domaine nucléaire. Et je peux vous assurer que nous sommes prêts à faire tout possible pour le développement du domaine nucléaire chez vous. Merci beaucoup, Alexei Evgenievitch, Monsieur Poutine, Monsieur le Président Poutine, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour l'invitation de participer à ce forum international. Nous sommes très reconnaissants pour le accueil chaleureux et l'organisation du travail à ce haut niveau. Et je veux également féliciter la partie russe pour le 80e anniversaire de l'industrie nucléaire. C'est le résultat du travail des esprits les plus brillants dans le domaine nucléaire. Et il est aussi très agréable que c'est aussi l'anniversaire du fameux scientifique et l'ingénieur dans le domaine nucléaire à Sakov qui a laissé une trace dans l'histoire du développement de l'énergie nucléaire en Arménie. Et donc, les centrales nucléaires, c'est la source de l'énergie pure et c'est aussi permet de réduire les traces carboniques et permet également de satisfaire la demande accélérée et accrue de l'énergie électrique, et ça approuve aussi la centrale nucléaire comme la source de l'énergie pure. Et dans le futur, l'énergie nucléaire deviendra un élément très stable dans le bilan énergétique de tous les pays. Et en même temps, il faut bien sûr d'assurer la sécurité nucléaire. L'Arménie
l'Arménie adhère aux ses obligations et elle suit ses obligations de non-prolifération nucléaire et suite à ces décisions, l'Arménie a gardé sa décision de conserver les filières nucléaires comme la source énergétique de l'Arménie. Aujourd'hui, presque 30% du bilan énergétique de l'Arménie est généré par la centrale nucléaire. Et la sécurité de cette centrale est en priorité stratégique et joue le rôle central dans l'assurance de notre sécurité énergétique. Et ça permet de suivre les décisions du Club de Paris et de maintenir la croissance de l'économie nationale. En même temps, la présence, l'existence de la centrale nucléaire nous donne une responsabilité énorme vis-à-vis les générations futures et nous faisons tout possible pour maintenir le plus haut niveau de la sécurité de cette centrale nucléaire et nous faisons les analyses et les expertises dont les résultats témoignent que l'exploitation de ces centrales correspond aux normes de AIEA et l'absence de tout accident et incident nucléaire font le preuve de cela. Et c'est le résultat de la modernisation qui a été effectuée sur la centrale et ce qui nous a permis de prolonger l'exploitation de cette centrale jusqu'à 2026. Et donc, comme beaucoup d'autres pays, l'Arménie a décidé de prolonger l'exploitation de cette centrale d'ici 2036. Et c'est non seulement un défi technique, mais c'est aussi le résultat du partenariat avec la coopération Rosatom et d'autres partenaires internationaux. La prolongation de l'exploitation de la centrale nous permettra de passer à l'exploitation d'une nouvelle tranche nucléaire, ce que est l'objectif final pour nous. Et dans ce sens, l'Arménie est prête de développer la coopération ultérieure avec AIEA et de prendre les décisions optimales pour le remplacement de la tranche nucléaire actuelle pour garantir la stabilité et la sécurité du système énergétique du pays. Les nouvelles installations énergétiques contribueront dans le développement régional économique et je profite de cette occasion pour remercier tous les spécialistes et de les féliciter avec cet anniversaire. Et j'exprime l'expérience de la bonne continuation et l'achèvement des travaux prévus dans les temps utiles et prévus. Mesdames, Messieurs, notre politique transparente dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire pacifique est la fondation pour les études des technologies les plus avancées dans le domaine nucléaire et l'application des technologies nucléaires dans les autres domaines comme la médecine, l'agriculture et nous voudrions souligner
l'assistance et l'aide internationale et notamment celle de l'AIEA dans ce domaine-là. Et nous espérons que la coopération bénéfique mutuelle sera développée dans le futur. Ensemble, nous pouvons créer un avenir stable et augmenter la sécurité environnementale. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pardon. Il y a des pays qui ne font que commencer ce chemin dans le nucléaire et sur ce chemin, une personnalité a une grande importance. Le président par intérim de la République de l'Union du Myanmar, Min Aung Hlaing, a hissé l'étendard du nucléaire. En qualité d'un grand capitaine, il dirige ce projet. Nous avons déjà signé quelques accords. Nous avons commencé notre travail sur la création de réacteurs de faible puissance. Nous savons que le peuple du Myanmar a subi un grand séisme tout récemment, mais nous soutenons pleinement le peuple du Myanmar dans ce projet. Je vous donne la parole, Monsieur le Président, par intérim. Mesdames et Messieurs les représentants de la Fédération de Russie, de Rosatom, Mesdames et Messieurs les dirigeants des pays et des gouvernements, je remercie le président russe, M. Poutine, pour cette invitation à participer à ce forum mondial atomique. Pour moi, c'est un grand honneur de prendre la parole à cette session. Mesdames et Messieurs, ce forum se tient cette année quand on célèbre le 80e anniversaire de l'industrie nucléaire russe. Nous avons pris connaissance à l'histoire de cette industrie et à sa contribution dans le développement du nucléaire pacifique dans le monde, le développement de l'agriculture, de la médecine, de l'industrie. Et merci de nous mettre à disposition cette plateforme pour le dialogue. Le slogan de ce forum, « Tout commence par l'atome ». Effectivement, nous sommes composés des atomes, tous, et nous pouvons utiliser cette énorme énergie que les atomes recèlent, non seulement dans l'énergie nucléaire, mais aussi dans la médecine, dans l'agriculture. Mesdames et Messieurs, la Russie est devenue le premier pays au monde qui, au mois de juin 1956, produisent l'énergie nucléaire grâce aux centrales nucléaires. C'est le seul pays qui construit des réacteurs rapides qui utilisent le combustible de nouveaux types. Depuis plus de 80 ans, les ingénieurs russes, les chercheurs russes, les hommes politiques ont apporté une grande contribution au développement de l'industrie nucléaire mondiale. Grâce au savoir-faire russe, la science et la pratique dans le domaine nucléaire revêt une nature durable et je voudrais remercier la Fédération de Russie et témoigner de mon grand respect. La demande en énergie est en hausse dans le monde.
On attend déjà dans les années à venir l'augmentation de 2,5 fois selon les estimations de l'AUEA. Et donc, la grande part de cette consommation appartient au nucléaire. C'est très important parce que cela réduit les émissions des gaz carboniques et grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire, nous obtenons l'énergie propre avec l'émission bas carbone, ce qui garantit le ravitaillement pérenne. Cela également soutient le développement de l'agriculture avec la production des produits alimentaires sans porter préjudice à l'environnement. Tous les chercheurs qui évoluent dans ce domaine contribuent à cette activité. Comme ça, nous protégeons les écosystèmes et pour les pays agricoles comme le nôtre, c'est un grand atout. Et dans la médecine également, l'utilisation des isotopes radioactifs ont fait une grande révolution dans le diagnostic et le traitement des maladies comme le cancer, par exemple, ainsi que le traitement grâce à la thérapie basée sur les technologies nucléaires. Cette médecine nucléaire, c'est l'exemple de la contribution de la science dans la réalisation du bien-être de l'humanité. Donc le nucléaire apporte beaucoup d'atouts et d'avantages, mais qui a aussi des inconvénients. L'utilisation du nucléaire suppose le recyclage des déchets nucléaires pour ne pas préjudice à l'environnement. Il faut donc développer de nouvelles technologies pour recyclage des déchets. Mesdames et messieurs, le Myanmar voudrait développer notre technologie nucléaire. Nous coopérons là-dessus avec Rosatom. Nous avons signé un mémorandum d'entente pour coopérer davantage dans ce domaine, ce qui a créé une base pour le développement de l'énergie nucléaire. Nous avons ouvert un centre d'information sur les énergies nucléaires, et ce qui nous permet de sensibiliser la société civile dans le domaine du nucléaire. En février 2023, nous avons signé un accord sur la création d'un centre qui est dédié à l'infrastructure nucléaire. Rosatom et notre ministère des Technologies ont tenu également un festival de la science à la base de ce centre de l'information dédié aux technologies nucléaires. Cela nous permet de procéder à l'initiation à ces technologies. Il y a aussi des bourses qui sont accordées par Rosatom pour former les jeunes qui viennent du Myanmar, ce qui va créer un potentiel des cadres pour le développement de notre économie. Nous pensons maintenant à la création d'un réacteur modulaire. Cela fait partie de notre projet nucléaire qui va comprendre 3 étapes suite aux recommandations de l'AIEA et suite au conseil de Rosatom. Le Myanmar participe à un projet international de l'AIE depuis 2017, puisque nous faisons partie de l'AIEA et nous coopérons avec différents pays.
y compris les investissements, la formation, ainsi que la participation aux différents projets. En 2024, nous avons participé au colloque sur le droit nucléaire qui était tenu par l'AUA et actuellement, nous travaillons sur l'amendement de notre législation dans ce domaine. L'Académie technique de Rosatom ainsi que l'AUA ont tenu en 2024 un colloque sur l'étude de la construction d'un réacteur de faible puissance au Myanmar avec la participation de 18 pays. Nous sommes donc le membre de l'AUA et nous essayons d'accéder aux technologies nucléaires, mais suite à de multiples problèmes, il y a bien sûr un retard, mais j'espère que grâce au soutien de la Russie, nous allons faire un grand progrès. Mesdames et messieurs, le développement de notre projet nucléaire, c'est notre volonté d'accéder à l'énergie propre pour l'alimentation en énergie de notre industrie. Nous voulons mettre en œuvre les technologies nucléaires pour le développement de la médecine, de l'industrie et de l'agriculture. Nous voulons élargir notre coopération avec la Fédération de Russie dans le nucléaire pacifique. Nous voulons créer une infrastructure. Nous voulons former des cadres. Nous voulons augmenter le potentiel humain. C'est pourquoi nous avons signé un mémorandum d'entente avec la Fédération de Russie. C'est notre première démarche. Oui, nous voulons avoir un réacteur de faible puissance construit par Rosatom et ensemble avec la Russie, nous allons développer cette infrastructure. Très sincèrement, je demande à la Russie d'accorder le soutien au Myanmar, former nos cadres puisque nous en avons besoin. Et très sincèrement, je demande à l'AUA de continuer le soutien à notre pays dans la formation du personnel pour développer notre énergie nucléaire. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais souligner que la République de l'Union du Myanmar est disposée à coopérer à tous les pays qui participent au forum dans le nucléaire pacifique. Très sincèrement, je remercie la Russie pour cette invitation et pour la coopération. Je vous souhaite très bonne santé. La prospérité, la croissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons faire tout pour vous soutenir. J'espère que M. Grossi également va nous soutenir dans ces projets que vous avez évoqués. Nous passons au continent africain qui se développe de façon très rapide. La République démocratique fédérale d'Éthiopie, c'est un des leaders industriels de la région. M. Abiy Ahmed, le Premier ministre de l'Éthiopie, a parlé également tout récemment d'un projet d'une centrale nucléaire en Éthiopie. Nous sommes très intéressés par ce projet. Monsieur le Premier ministre, nous avons ouvert en Éthiopie notre centre de technologie et bien sûr, nous sommes prêts à satisfaire les besoins en énergie de la population de l'Éthiopie. Et je vous donne la parole, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur Poutine, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement,
Avant tout, je voudrais remercier le président Poutine pour cette invitation et je remercie pour votre accueil qui était réservé pour moi et pour notre délégation. C'est un grand honneur de vous joindre à cette inauguration de la Semaine mondiale du nucléaire qui réunit les grands experts qui sont chargés du ravitaillement en énergie propre. L'Éthiopie, maintenant, traverse une étape très importante. Nos jeunes sont pleins d'énergie, nos villes sont modernisées, l'économie est en croissance, nous affichons des taux de croissance élevés, mais aussi il y a des ambitions que nous avons qui nécessitent des énergies renouvelables. Bien sûr, le solaire, l'éolien nous donne beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant pour notre croissance. Depuis une dizaine d'années, l'Éthiopie soutenait l'énergie propre. L'énergie hydraulique et d'Assy, c'est la plus grande centrale hydraulique en Afrique, mais nous devons transformer notre pays et pour ça, nous devons sortir du cadre du possible. Et le nucléaire pacifique nous donne des grandes possibilités puisque cela procure une énergie propre, bas carbone, et qui nous permet de gérer les ressources hydrauliques et qui nous permet d'accéder aux technologies innovantes. L'énergie nucléaire, c'est non seulement l'énergie propre, mais aussi l'avenir de notre pays, puisque cela va donner des savoir-faire à nos jeunes, des ressources à nos agriculteurs et aussi des grandes opportunités à notre système de santé. Mais bien sûr, il faut le faire avec une grande responsabilité en garantissant les standards de sécurité et bien sûr augmentant également notre potentiel local. Pour nous, l'énergie nucléaire, c'est une démarche stratégique dans ce chemin pour être un acteur actif dans le domaine de l'innovation. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans ce contexte, je voudrais juste parler de la Fédération de Russie qui, cette année, célèbre 80e anniversaire de la création de l'industrie nucléaire. La Russie a fait preuve des grandes réalisations de la science et a fait preuve d'une grande vision. Et nous sommes prêts à être le partenaire de la Russie, mettre à la disposition de la Russie nos cadres, nos savoir-faire pour être partenaires et pour être la source d'inspiration pour d'autres pays africains. Nous avons plus de 130 millions de population. Nous ne pouvons pas attendre. Nous pouvons diversifier notre bouquet énergétique pour augmenter notre potentiel. Et notre objectif est clair. Nous avons besoin d'un projet nucléaire transparent, sécurisé et pour être exemplaire pour les autres pays africains. C'est pourquoi nous voulons utiliser le nucléaire pacifique avec cette approche responsable en respectant les normes internationales. Nous sommes soutenus par l'AIEA. Monsieur Grossi est notre partenaire dans la réalisation de ce projet. L'Éthiopie a entrepris déjà des grandes démarches. Nous avons mis en place une feuille de route ensemble avec la Russie pour créer notre infrastructure nucléaire, former le personnel également, renforcer notre cadre législatif. Nous allons créer le Centre des technologies nucléaires et notre coopération dans ce domaine s'élargit. Nous formons des spécialistes et nous préparons l'avenir qui va inclure le nucléaire pacifique en tant que partie
que partie intégrante de notre souveraineté pour le bien-être de notre population. Notre partenariat est basé sur la confiance, le savoir-faire et le respect mutuel. Nous saluons le transfert des technologies et compte tenu des réalités de notre économie. En travaillant ensemble, nous allons mettre en œuvre tous les projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence. Notre pays, l'Union soviétique, a été à la source de la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique et aujourd'hui, la Russie supporte à tout possible le rôle non politique de la AIEA et nous croyons que le futur, c'est le développement de cette agence et je passe la parole au directeur général de cette agence. Je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre invitation et je suis très impressionné de ce que je vois et que j'entends. Et vraiment, nous avons tourné la page et nous avons passé à une nouvelle étape. Décisément. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est de vous accompagner sur votre voie et de créer les possibilités du développement, c'est-à-dire, donc, en effet, nous devons mettre de l'huile dans les roues de ce train et de ne pas y mettre du sable pour empêcher le mouvement. Et donc, je peux dire, je n'entre pas dans les détails, mais je peux dire franchement que nous vous assistons pour réaliser vos objectifs, par exemple, pour que Rosatom puisse avoir des partenaires internationaux en toute sécurité dans le domaine nucléaire avec les pays en train de développer. Nous avons créé des plateformes, des plateaux pour le développement des cadres nationaux et effectivement ce n'est pas facile et c'est pourquoi nous travaillons ensemble dans ce domaine-là et à ce point de vue je dois dire et Monsieur le Président je suis très reconnaissant que vous avez souligné le rôle des institutions financières internationales mais il y a quelques mois, ces institutions interdisaient toutes les actions s'il s'agissait de l'atome ou du nucléaire. Ce qui était dit par les institutions financières internationales, mais c'est fini maintenant. En juin, j'ai signé l'accord avec le président de la Banque mondiale et je pense que la AIEA doit aussi signer un mémorandum avec le Bureau national de BRICS et comment nous travaillons. Donc, si les pays ont un projet nucléaire, ils s'adressent au Fonds monétaire mondial ou aux autres banques, ils nous demandent l'expertise technique et nous, de notre part, nous pouvons de remettre le dossier sur la sécurité pour assurer les institutions financières de la sécurité de ces projets. Et un autre axe, c'est le développement futur de la technologie. Aujourd'hui, tout le monde parle des systèmes modulaires, mais en tout cas, il faut prendre la responsabilité pour les autres pays. Moi, je représente aussi des pays en voie de développement. Il faut comprendre qu'il s'agit des technologies un peu anciennes. Ce sont les technologies qui ouvrent de nouvelles possibilités. Par exemple, ce sont la création de petites installations
qui est une solution pour les pays en développement. Et aujourd'hui, par exemple, il y a d'autres projets. Aujourd'hui, nous voyons une nouvelle situation quand la demande est une des sources du développement du domaine nucléaire. Et effectivement, actuellement, nous voyons les nouveaux consommateurs, comme par exemple l'intelligence artificielle ou par exemple les data centers qui ont besoin de l'énergie. Et donc, je vous invite à notre forum dans le prochain temps et je vous invite à y participer. Donc nous offrons les services à tout le monde. Nous travaillons dans le domaine nucléaire partout et la Russie est aussi à la pointe du développement des technologies nucléaires. Par exemple, les tranches nucléaires flottantes, c'est une parfaite solution pour les pays en développement, ce que permet de développer leurs économies. Et effectivement, ça permettra, par exemple, de faire coïncider le développement de la circulation maritime avec le développement de l'énergie nucléaire. Je parle notamment du projet Atlas que vous connaissez bien sûr. Ensuite, c'est bien sûr le sujet des tokamaks, la Russie, même voire l'Union soviétique qui avait participé à ce projet. Tokamak, c'est une des voies pour la synthèse nucléaire. On parle de la synthèse nucléaire comme du futur et parfois on dit que ce n'est que le futur, mais c'est le futur qui arrive. Nous sommes très proches à cette synthèse. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre invitation et Alexis, je vous remercie aussi. Oui, effectivement, il y a beaucoup de points de vue sur le développement de l'énergie nucléaire, mais c'est juste que tokamak, c'est une parole russe. Ce sont les Russes qui ont inventé cette abréviation. Et donc, je voudrais passer maintenant la parole aux dirigeants des pays qui mènent maintenant les programmes nucléaires dans leur pays. Et je parle notamment de la République d'Iran. Il s'agit du projet de Bushehr qui a été lancé aux années 70 par les techniciens allemands, mais qui avaient laissé ce projet. Et effectivement, les spécialistes russes ont créé l'impossible. Ils ont intégré notre équipement dans les installations créées par les Allemands. Et donc, nous travaillons avec l'Iran depuis longtemps et nous assistons à la création de ce domaine nucléaire. Je passe la parole à M. Eslami, qui est vice-président de la République iranienne d'Iran. Votre Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le directeur de l'AIEA, Monsieur le directeur général des Rosatom, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour 80e anniversaire du domaine de l'énergie nucléaire. Et donc, je vais féliciter tout le monde et de souhaiter des succès de la santé à mes collègues, M. Lekatchev et les autres. L'année passée, nous avons célébré la cinquantenaire de la création de l'Agence internationale et nous avons créé de l'énergie nucléaire le symbole du développement de succès de l'industrie et malgré tous les obstacles qui ont été créés par les États-Unis et quelques autres pays européens, l'industrie nucléaire en Iran a réussi d'atteindre un niveau très important.
Ce développement a fait face à l'hostilité de la part des États-Unis et de quelques pays européens. Il s'agit des menaces, des sabotages technologiques et techniques et même les opérations militaires contre le domaine nucléaire iranien. En effet, cette hostilité a des racines historiques et donc, en effet, nos adversaires reconnaissent souvent que en effet, le programme nucléaire iranien ne crée aucune menace, mais nous voyons que la pression s'augmente tout le temps. Et cette pression a été faite juste pour supprimer notre programme nucléaire. Nos adversaires, ils ne veulent pas que nous continuions de développer notre programme nucléaire et c'est de l'époque du président Gerald Ford, on a fait beaucoup de discussions à l'époque. On a investi $1 milliard dans le domaine nucléaire iranien et on a réussi même d'attirer les investissements iraniens dans l'entreprise européenne Uridif, qui aujourd'hui porte le nom Uranium. Cette société est domiciliée aujourd'hui en France, mais en même temps, les entreprises allemandes et françaises ont commencé la construction de la centrale nucléaire en Iran, mais malgré toutes les obligations contractuelles, ils ont abandonné ces projets. Et je veux dire que nous avons payé $1 milliard aux Français pour qu'ils participent à ce projet pour la création de plusieurs tranches nucléaires. Mais ensuite, ils ont interdit à toute société de continuer le travail chez nous et c'est grâce à l'initiative d'autres pays et je parle notamment de la Syrie. Ils ont réussi à compléter un dossier un peu falsifié pour arrêter le programme nucléaire iranien et d'arrêter le programme nucléaire en Iran. Et donc, je déclare maintenant aux États-Unis et aux autres pays européens que vous n'avez pas de chance de rendre vous n'avez pas de chance de faire plier Iran et vous ne pouvez pas d'arrêter Iran comme vous l'avez fait à l'époque du colonialisme. Et effectivement, Iran a fait tout possible et donc vous avez essayé de créer les problèmes au programme nucléaire iranien en gaspillant les ressources et le financement de l'agence internationale. Et donc je dis à ces messieurs, arrêtez-vous, notre voie est claire et transparente et nous poursuivrons cette voie. Vous connaissez que chez nous, à Iran, nous produisons seulement 3% de l'énergie nucléaire dans le monde entier, mais 25% de toute
tous les contrôles se déroulent en Iran. Et effectivement, après l'accord avec Rosatom, nous avons relancé, nous avons continué le travail sur ce projet qui était absolument très difficile et inédit. Et effectivement, nous avons réussi à intégrer les technologies russes et les technologies allemandes. Et aujourd'hui, nous avons lancé la centrale à Bushehr et ça marche. Et donc, cette centrale a reçu 100 points d'essence. Cette centrale fournit le volume nécessaire de l'énergie pour notre pays et nous développons activement ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à Moscou et suite à l'intention de nos présidents, Pezeshkian et Poutine, nous avons concordé la réalisation de tous nos projets et également nous pensons de créer les nouvelles centrales de grande puissance et de petite puissance. Nous avons décidé de continuer cette voie jusqu'à notre victoire. Merci. Donc, je vous remercie, M. Salami. Maintenant, je vous demande d'aller à l'Asie centrale et je donne la parole au président d'Ouzbékistan. Et donc, Ouzbékistan a pris la décision de recréer l'Institut de recherche nucléaire. En 2018, on a signé l'accord entre l'Ouzbékistan et la Russie. En 2018, on a créé un institut de recherche nucléaire et maintenant on a lancé la création de la plateforme pour la nouvelle centrale nucléaire en Ouzbékistan. Et donc, je passe la parole à Monsieur le Président Khodjaïev et de lui demander quel est le sens et l'aspect régional de la création de cette centrale et quel est l'avantage d'avoir ces compétences nucléaires à votre avis? Merci beaucoup. Monsieur Poutine, Messieurs les présidents, les chefs des gouvernements, les chefs des institutions internationales, donc tout d'abord, je voudrais vous remercier de la part de notre président Mirziev pour l'invitation à ce forum et discuter l'avenir de l'énergie nucléaire. L'Ouzbékistan, depuis longtemps, est un des fournisseurs principaux de l'uranium sur le marché. Nous avons environ devant 5% des réserves naturelles et un des plus grands fournisseurs d'uranium sur le marché. Et sur cette base, nous créons la plateforme du développement de notre pays. Aujourd'hui, à l'initiative de notre président Mirziev, nous passons à une nouvelle étape et la création de la domaine nucléaire en Ouzbékistan marque une nouvelle phase du développement et le projet que nous réalisons avec la Russie, nous pensons de créer deux tranches de grande dimension de 200 MW et deux petites tranches qui permettra de générer de 1,1 gigawatt tous ensemble. Donc, la future centrale qui occupera plus de 525 hectares de la surface, produira plus de 5 mégawatts en total et d'ici l'an 2030, l'énergie nucléaire prendra 40% dans le bilan énergétique d'Ouzbékistan.
Et nous voulons ici combiner, d'introduire dans le bilan énergétique l'énergie solaire et éolienne, et donc la combinaison des tranches de grandes et de petites puissances nous permettra d'avoir un équilibre dans la production, dans la génération de l'énergie, et donc comme ça, la centrale nucléaire sera non seulement la source de l'énergie renouvelable, mais aussi un point de croissance pour l'industrie nationale. Et ensuite, il y a un autre axe séparé, c'est la formation des cadres qui prévoit la formation uninterrompue de tous les cadres, y compris la formation scolaire et puis la formation universitaire et la formation après l'université, pour avoir la formation complète dans ce domaine-là à partir des écoles maternelles. Et le pas suivant, c'est la création avec les spécialistes, nos collègues, de la création des classes scolaires nucléaires, avec l'idée de créer la formation scolaire, et ensuite on aura une filiale à Ouzbékistan des universités russes nucléaires, MIFI, et donc l'Institut MIFI à Moscou accepte maintenant les étudiants ouzbeks, et l'année prochaine, nous aurons une ouverture de la filiale de MIFI à Tashkent. Et ensemble avec l'université MIFI, nous allons créer une école des ingénieurs qui cible la formation des cadres hautement qualifiés, la création et le développement de l'école nucléaire nationale. Et notre objectif, nous avons créé nous avons concordé avec l'Institut russe des recherches nucléaires la création des différents laboratoires scientifiques. Quel sera l'effet économique pour la région de Jazak? Il ne s'agit pas seulement de la génération de l'énergie, mais c'est aussi le développement de l'industrie nationale. Les dernières années, nous avons ouvert des usines d'automobiles, des vrais clusters industriels qui demandent les ressources énergétiques. Et comme la création de ces centrales permettra d'avoir certains avantages pour la région, ça permettra de générer l'énergie pour l'industrie, et également ça produira les nouveaux postes de travail pour les gens. Il s'agissera de plus de 2000 de places de travail pour le personnel qualifié. Ensuite, on pense de créer une vraie cité scientifique pour les techniciens de la nucléaire, et ce sera un pôle pour les gens qui travaillent dans l'industrie et qui permettra d'obtenir les nouveaux investissements, et ça entraînera le développement social et technique. Nous sommes ouverts à toutes sortes de coopérations de l'ingénierie à la formation des cadres. La AIEA s'est présentée pour toute assistance dans la création des différentes normes techniques et scientifiques pour assurer la sécurité dans le domaine nucléaire. Également, nous étudions la possibilité de créer un consortium international avec les collègues pour les technologies nucléaires énergétiques et non énergétiques. Pour nous, la création de ces centrales, c'est non seulement
la création, de renforcer notre souveraineté énergétique, mais c'est aussi le développement de la coopération avec la Russie, car avec nos collègues russes, c'est la possibilité de créer un pôle nucléaire unique, et pour nos collègues russes, c'est aussi la possibilité de créer la base de la formation des nouveaux cadres. Et donc, je pense que cette centrale jouera le rôle du catalyseur du développement technique de notre pays. Merci. Alors, on se dirige au nord de l'Afrique, là où on réalise un grand projet, un des plus importants projets sur la planète, avec la construction de 4 unités énergétiques nucléaires, qui est parrainé par Monsieur le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Monsieur Mahmoud Esmat. Nous travaillons coude à coude suite à la décision du président Al-Sisi, qui disait à maintes reprises que l'énergie nucléaire, c'est un rêve éternel du peuple égyptien. Je donne la parole à M. Esmat pour parler de ce rêve du peuple égyptien. Oui, merci beaucoup. Votre Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le Président Poutine pour cet honneur de participer à cet entretien, et je voudrais vous transmettre les salutations du Président égyptien, Monsieur Al-Sisi. Merci, Monsieur Likachev, pour votre invitation. Effectivement, pour l'Égypte, le réacteur nucléaire, c'est non seulement une source d'énergie, ce sont des nouvelles technologies que nous utilisons dans notre croissance pour compléter notre bouquet énergétique, pour développer les technologies innovantes, pour développer la science en Égypte et pour former la nouvelle génération des jeunes qui auront des nouveaux savoir-faire et qui vont devenir les opérateurs de cette centrale. Nous faisons confiance à Rosatom, qui travaille ensemble avec notre ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables. Nous respectons le calendrier de construction et nous espérons que nous allons ajouter encore un grand volume d'énergie, 38 000 mégawatts-heure dans notre bouquet énergétique, qui va considérablement réduire les émissions du gaz carbonique en Égypte. C'est un grand avantage pour notre économie. Et je voudrais dire que, Monsieur le Président, nous modernisons les technologies maintenant, et les nouvelles technologies du cycle fermé, c'est un domaine nouveau pour notre coopération, pour notre avenir. Nous pensons également aux réacteurs de faible puissance qui sont conçus par Rosatom. Dans ce domaine, nous coopérons avec Rosatom qui nous soutient dans cette activité suite à vos décisions, et je voudrais donc exprimer notre gratitude à Rosatom pour ce soutien permanent. Votre Excellence, Monsieur le Président, vous avez évoqué la coopération dans le cadre de BRICS. Il y a toutes sortes d'institutions financières, y compris la Banque de développement de BRICS. Et nous voudrions utiliser les possibilités de cette banque ainsi que les opportunités de l'AIEA et l'énergie verte, les sources écologiquement vertes sont sous-financées. Et tous les dirigeants et tous les collègues ont parlé du fait que c'est justement le nucléaire pacifique qui représente une source écologiquement propre.
Oui, il y a le problème des déchets nucléaires, bien sûr, le recyclage de ces déchets, mais je sais que Rosatom est très actif dans le solaire, dans l'éolien également, mais de toute façon, le nucléaire pacifique, c'est une énergie verte. Nous avons des accords avec la France, avec d'autres États dans ce domaine et nous attirons des nouveaux investissements. Les recherches que nous menons dans ce domaine, la coopération dans le domaine des isotopes nucléaires, ainsi que dans le domaine de transport de technologies sont concertées avec Rosatom. Ensemble, avec les instituts de recherche en Égypte, nous menons des recherches. Encore une fois, merci pour cette invitation. Et je voudrais dire que durant les dernières années, nous avons déjà beaucoup fait et nous allons déjà réaliser 40% de ce projet. C'est un grand progrès, et nous allons accélérer cette activité. Encore une fois, je vous remercie pour cette invitation et merci à Rosatom. Merci beaucoup, Monsieur Smat. Je pense encore à un pays africain qui occupe la 7e place dans la production de l'uranium. C'est la République du Niger qui se développe de façon fulgurante et qui choisit également le chemin du développement du nucléaire pacifique. Je donne la parole à Monsieur le ministre des Mines de la République du Niger, Monsieur Ousmane Abarchi, je vous en prie. Monsieur le Président de la Corporation Rosatom, Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Loukachenko, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, permettez-moi d'abord de m'acquitter d'une lourde tâche, celle de vous transmettre, Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, les salutations de votre homologue, le Président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahman Chani. Je voudrais également ici exprimer notre solidarité, la solidarité de la République du Niger envers la République islamique d'Iran face à toutes les agressions qu'elle subit par rapport à son programme électronucléaire. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous et à ce titre, je voudrais conforter la position du président Loukachenko qui vient de dire que certains pays ne sont pas prêts à partager cette technologie. Et la présence du Niger autour de cette table-là exprime cette générosité de la Fédération de Russie envers tous les peuples du globe. Même ceux qu'on considère comme petits, nous ne considérons pas comme petits en République du Niger. Tout commence par l'atome. Mon intervention va s'articuler sur 2 points. Le premier concerne un rappel des faits bien connus de tous. Et le second est de partager une conviction profonde avec vous. Concernant le premier point, il s'agit de l'importance de l'uranium et de la valeur qu'il apporte dans la vie des populations à l'échelle mondiale. Car dans un monde où la demande d'électricité augmente chaque année de près de 3% et où plus de 700 millions d'êtres humains, je parle bien d'êtres humains, je ne parle pas d'animaux,
restent privés d'accès à l'énergie. Il est évident qu'aucune source renouvelable seule ne peut garantir la stabilité et la continuité nécessaires pour l'approvisionnement en énergie. Les centrales nucléaires apportent une réponse décisive, pouvoir en continu, à grande échelle et sans émission massive de carbone, fournir l'énergie. L'uranium particulier est une ressource unique. Quelques kilogrammes suffisent pour produire l'équivalent énergétique de plusieurs milliers de tonnes de charbon ou de pétrole, tout en préservant l'environnement. C'est donc bien plus qu'une question d'énergie, c'est une voie vers la justice sociale, vers une électricité abordable pour tous et vers un avenir où l'accès à l'énergie ne sera plus un privilège, mais un droit. Le Niger occupe une place singulière dans cette équation mondiale. Les premiers indices d'uranium y ont été découverts en 1956 et l'exploitation industrielle a débuté en 1968. Depuis, notre pays s'est imposé comme l'un des grands fournisseurs mondiaux, contribuant à la sécurité énergétique de nombreux pays qui n'ont, pour certains, pas été suffisamment reconnaissants vis-à-vis du Niger. Et je peux vous assurer que certains d'entre eux en ont récolté les conséquences. À ce titre, je voudrais rappeler ou dire une petite anecdote. En 2009, quand l'ancien président de la République du Niger a exigé d'un pays qui exploitait l'uranium dans notre pays depuis plus de 40 ans de venir reviser les prix de vente de l'uranium et que le gouvernement nigérien leur a soumis sa volonté de s'engager dans un programme électronucléaire, le président de ce pays-là, à l'époque, a dit « il ne faut pas rêver ». Excellence, Monsieur le Président, vous souriez, je suis sûr que vous avez compris de qui il s'agit. Parmi nos richesses, nous avons le gisement d'Imoraren, qui est l'un des plus importants au monde, avec des réserves estimées à 235 millions de tonnes d'uranium métal. Nous ne venons pas les mains vides. Nous espérons le mettre en exploitation avec la coopération de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, c'est une offre de la République du Niger pour Rosatom. Ces atouts ne sont pas seulement des chiffres, ils sont une responsabilité mondiale, car une production stable d'uranium, sécurisée et équitable est indispensable au succès de la transition énergétique planétaire. Le président de la Fédération de Russie a parlé de la possibilité d'un manque de ressources uranifères dans les environs des années 2080-2060. Je pense qu'il y a beaucoup à prospecter et beaucoup à découvrir dans nos pays, puisque aujourd'hui, les réserves connues d'uranium au Niger sont estimées à 500 000 tonnes d'uranium métal. Et ça, c'est pour vous dire que ces réserves ont été découvertes sur moins de 20% de la connaissance
de notre sous-sol. Cela m'amène donc au second point de mon intervention, où je voudrais donc partager une conviction profonde. Quand on parle de l'exploitation de l'uranium, il ne s'agit pas seulement de techniques ou de normes. Il s'agit avant tout de responsabilités envers les communautés qui vivent autour des mines, envers les pays producteurs, envers les investisseurs, envers les consommateurs de l'énergie nucléaire et même et surtout envers les générations futures. Comme je l'ai rappelé plus haut, le Niger, comme d'autres pays producteurs, a longtemps contribué à l'alimentation énergétique mondiale. Mais trop souvent, les bénéfices de l'atome ne se sont pas traduits par une prospérité équitable pour nous. C'est pourquoi je crois qu'il est temps de franchir une nouvelle étape. Il est temps de proposer une innovation dans notre manière de concevoir la valeur du nucléaire. Cette innovation, je l'appelle le dividende atomique. Monsieur le directeur général, vous pouvez noter. Le dividende atomique, pour nous, repose sur une idée simple. Les richesses générées par l'atome doivent être partagées équitablement et non concentrées entre quelques mains. Il ne s'agira pas, bien sûr, de diluer les avantages des investisseurs, mais de les rendre aussi durables pour eux et pour toutes les autres parties prenantes. Conscient que l'énergie est le moteur du développement, le Niger a inscrit donc un programme électronucléaire dont l'objectif est la construction d'une centrale nucléaire à des réacteurs de 1000 MW chacun. Et là également, je m'adresse au président de Rosatom, c'est une proposition pour vous. Nous sommes disposés à mener ce projet-là avec vous sous la supervision de l'AIEA qui est ici présente et dont le directeur général a été reçu au Niger et on s'était retrouvé sur d'autres sujets sur le continent africain. Oui, vous allez dire peut-être que nous sommes ambitieux. Oui, nous sommes ambitieux. Mais ceci, c'est pour nous et pour notre continent. Tout à l'heure, Excellence, Monsieur le Président, j'étais dans un panel où une carte a été présentée avec les différents projets de construction de centrales électronucléaires, de centrales nucléaires plutôt. Excellence, il y avait juste une seule centrale en projet, en construction sur le continent africain et c'est celle de nos amis égyptiens. Et quand on fait le point actuellement, il n'y a qu'une seule centrale construite sur le continent africain, c'est celle qui est en Afrique du Sud, si je ne me trompe. Donc, si nous nous engageons dans quelque chose de grand, ce n'est pas pour nous seuls. Comme la Fédération de Russie s'est partagée, Monsieur le Président Loukachenko, nous-mêmes, nous voulons partager avec tout le continent africain ce dont la nature nous a dotés, c'est-à-dire l'uranium pour le transformer en énergie. Notre coopération avec la Fédération de Russie illustre cette ambition. Nous avons déjà signé un MOU avec le ministre de la Fédération russe qui était à la fin du mois de juillet en visite à Niamey, au Niger. Un MOU donc dans le cadre de la coopération dans le domaine de l'énergie et notamment dans le cadre de l'énergie nucléaire. Elle se fonde donc sur le transfert des compétences,
la formation de nos experts et l'exploration de toutes les applications pacifiques de l'atome, Monsieur le DG de l'AUEA, l'amélioration des cultures agricoles et réduction des pertes post-récolte, la lutte biologique contre les insectes nuisibles, la gestion durable de l'eau et des sols, le renforcement des plateaux techniques pour la prise en charge de certaines maladies, la réhabilitation des sites miniers, et vous en avez visité un qui a été abandonné par l'ancien opérateur sans demander son reste. Introduction progressive donc de l'électronucléaire dans notre bouquet énergétique. En d'autres termes, quand l'atome éclaire une partie du monde, il ne doit pas laisser une autre dans l'obscurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces dividendes atomiques reposent sur deux piliers. La responsabilité de l'exploitation, protéger l'environnement, garantir la santé et la dignité des travailleurs, assurer la transparence et l'innovation. Le deuxième pilier, c'est l'équilibre des ressources, un juste partage entre ce qui est extrait et ce qui est restitué, entre profit immédiat et développement durable. Entre la lumière qui brille par ailleurs et la lumière qui doit aussi briller là où l'uranium se produit. Excellences, le XXe siècle a vu naître l'âge atomique, souvent marqué par la peur et la domination. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de redéfinir le XXIe siècle comme celui de l'âge du dividende atomique, car lorsque l'atome est guidé par la responsabilité et la solidarité, il n'est pas seulement une source d'énergie, il est une promesse d'avenir. Et le Niger, riche de son uranium, fort de sa jeunesse et résolu dans sa vision, est prêt à être aux côtés de la Fédération de Russie, un acteur ouvert, disponible et engagé dans la construction de cet avenir partagé. Ensemble, faisons donc du plus petit élément de la matière, il s'agit de l'atome, le plus grand symbole de solidarité et de prospérité pour tous. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre discours et pour les propositions que vous avez faites. Et ils sont très intéressantes. Monsieur le Président, chers dirigeants des pays, nous arrivons au final de notre session. Maintenant, ce sont les représentants des institutions internationales qui prennent la parole. Maintenant, je demande Madame Selma Bilbao Eleon, qui est la chef de l'association atomique mondiale. Et effectivement, cette organisation regroupe des différentes institutions et elle a réussi de garder une approche constructive et l'aspect de la coopération internationale dans cette situation. Et effectivement, que maintenant les institutions internationales démontrent leur intérêt au développement nucléaire. Donc, racontez-nous, s'il vous plaît, comment vous avez réussi à garder cette approche de la stabilité. Merci beaucoup, Monsieur Lekachev, Monsieur le Président. Votre Excellence, c'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui et merci beaucoup de cette possibilité de joindre ce forum
nucléaire à Moscou et de célébrer avec vous le 80e anniversaire de l'industrie nucléaire en Russie. Notre organisation, c'est une organisation qui représente les différentes entreprises dans le domaine nucléaire et ce sont les plus de 150 organisations des différents pays et nous donnons l'espace pour l'échange d'avis. Nous représentons la voix de l'industrie nucléaire. Nous travaillons avec le combustible, les filières de fourniture de combustible, de la formation des cadres. Nous travaillons également avec la formation, avec les sujets de sécurité et nous sommes fiers de travailler avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire que outre l'expérience de la AIER et l'expérience de M. Grossi, nous pouvons également proposer notre expérience du travail très positif. Également, donc, je veux présenter l'initiative contre la prolifération de l'arme nucléaire. C'était donc il s'agissait de l'initiative qui a été lancée en 2023 et il s'agit de la réduction des émissions de gaz carbone grâce à l'énergie nucléaire et donc toute une série des pays ont joint cette initiative. Maintenant, les plus grandes institutions financières aussi que les grandes entreprises comme Google, Meta et d'autres ont joint à cette initiative de zéro émission et M. Grossi l'a raconté déjà. Nous avons en support de la publique, de la société civile, des institutions politiques et donc effectivement on dit que si nous voulons également atteindre les objectifs du développement à l'émission zéro, l'émission carbone zéro, c'est nécessaire. Et comme j'ai dit, il s'agit d'une coalition qui a reconnu que nous pouvons élargir l'application de l'énergie nucléaire si nous sommes prêts à le faire. Et je voudrais vous raconter de quoi s'agit-il, si vous voulez. En effet, peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas de quoi s'agit-il. Aujourd'hui, plus de 400 gigawatts de l'énergie nucléaire est générée par le nucléaire. Et il s'agit de la quart de la production totale de l'énergie. Si on veut augmenter 3 fois d'ici l'an 2030, de l'énergie nucléaire, il nous faudra augmenter la production. Donc tout le monde tente d'augmenter la production industrielle et donc ça demande l'augmentation de la génération de l'énergie. Et donc d'ici l'an 2050, on aura besoin de 1200 gigawatts de l'énergie générée par les centrales nucléaires. Et à notre conférence, nous voulons trouver les gens qui supportent cette initiative, car nous avons besoin de sponsors. Donc, nous croyons que 10% d'augmentation, ce n'est pas suffisant. Il nous faut avoir plus de production, car il s'agit de la production de la génération de l'énergie.
Et pour changer ces tendances, il nous faut ajouter d'autres éléments. Ensuite, il faut penser également de l'énergie, de l'industrie chimique, de la transformation du pétrole. Il existe beaucoup de domaines qui peuvent utiliser les technologies de l'industrie nucléaire. Et il s'agit de quelque chose de plus important que les chiffres. Il s'agit d'impliquer beaucoup plus de gens qui comprennent l'importance de l'énergie nucléaire et d'enlever tous les obstacles pour accélérer notre travail et pour ouvrir tout le potentiel de l'énergie nucléaire. Pour cela, on a besoin d'une nouvelle approche et d'une vision unique. Et donc, ici, nous voyons les leaders ici à notre conférence et dans d'autres endroits du monde qui comprennent cette approche. L'énergie nucléaire nous rappelle que nous devons nous développer ensemble et les risques, ils ne connaissent pas les frontières nationales. S'il s'agit d'un accident, c'est tout le monde qui en souffre. Et donc, il faut toujours retenir qu'il s'agit des risques. Mais maintenant, il faut mieux parler des possibilités d'opportunités. Et donc, je voudrais rappeler à tout le monde que le succès du projet nucléaire n'importe où, à n'importe quel point, ce sera le succès de l'énergie nucléaire prise en général. Ça, c'est le message que je voudrais vous passer. Si on peut d'avoir le succès, ce sera le succès de tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Et oui, merci beaucoup de votre rappel de la coopération constructive. Et donc, notre analyse nous dit que dans le futur, 70% de la demande de l'énergie nucléaire sera assurée par les pays du Grand Sud et notamment des pays BRICS. Et donc, de l'année passée, Elsa Pulik, qui est présidente de l'Association des institutions nucléaires du pays BRICS, merci beaucoup, Monsieur Likhatchov, pour votre invitation. Monsieur le Président, merci. Aujourd'hui, on vit dans un temps où on cherche les réponses constructives aux demandes. Et les pays de BRICS représentent aujourd'hui la moitié de la population mondiale et on est aussi un des moteurs du développement économique et des autres changements importants et nous sommes leaders dans l'énergie nucléaire. Et cela signifie que aujourd'hui, nous représentons 70% de l'énergie générée par la nucléaire et l'énergie nucléaire est au cœur de notre agenda. Ça, c'est la base du développement industriel et de la souveraineté économique et énergétique. Cependant, le succès économique n'est pas mesuré par la rapidité du développement, mais de l'application de ce développement au développement de la population, car ça permet aux gens de se développer, d'améliorer la vie et de garder l'avenir pour les futures générations. C'est pourquoi notre plateforme a cette importance et propose une approche humaniste, car nous croyons que les besoins de la population doivent être au centre de notre vision.
Et donc, nous étudions les différentes entreprises qui développent les technologies nucléaires. Actuellement, nous comptons plus de 8 participants de l'Europe, de la Russie, de la Chine, du Brésil, de l'Afrique. Et nous serons très heureux de féliciter les autres participants à cette plateforme. Donc, notre approche, c'est l'accès non discriminatoire aux technologies et il nous semble très important de développer la coopération à l'intérieur de BRICS et avec les autres pays pour le transfert des technologies innovatrices et nous cherchons de créer le monde meilleur et c'est le développement de la nature humaine qui est très importante. Nous approfondissons notre coopération tout le temps dans l'éducation et le développement de la population. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire est dans le centre, dans le cœur de l'agenda de BRICS et la Russie possède les technologies les plus avancées dans le domaine nucléaire, ce sont les technologies du démon. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, pour le développement de ces technologies et pour la propagation de l'énergie nucléaire partout dans le monde et au sein des pays BRICS. Mais en même temps, l'énergie nucléaire signifie une grande responsabilité. Et donc, cette approche devra rester au cœur du développement international. Et donc, je suppose que cette coopération devra apporter de très bons fruits dans le futur. Et donc, aujourd'hui, notre plateforme permet de créer les normalisations et le cadre réglementaire dans beaucoup de pays. Je pense qu'on devra appliquer cette approche pour le domaine nucléaire et je pense qu'avec la participation de Rosatom, on réussira à le faire. Et donc, je vous remercie pour votre initiative et donc je suis sûr que la plateforme des BRICS a une brillante future. Donc, Mesdames, Messieurs, donc nous avons les projets pour une centenaire, c'est-à-dire que le domaine nucléaire, l'industrie nucléaire sera aussi l'affaire des futures générations. Et donc Rosatom, notamment, a beaucoup de projets pour la jeunesse et un des projets, c'est l'équipe 2050 et donc maintenant je voudrais vous présenter Madame Diana Gamazova qui est le membre du Conseil Impact Team de 2050. Donc Diana, que faites-vous pour que la future génération sera capable de reprendre ces projets? Et donc, notre équipe Impact Team 2050, c'est un projet pour la jeunesse qui promouvoit les projets nucléaires. Et hier, nous avons lancé une nouvelle initiative de plusieurs centaines de jeunes gens qui représentent une trentaine de pays différents. Et ce sont les jeunes hommes et jeunes filles qui étudient les problématiques nucléaires. Et nous avons trouvé que malgré toutes les différences culturelles, nous avons trouvé les points communs. Donc tout le monde et tous les peuples du monde cherchent à trouver les approches non discriminatoires et la coopération bénéfique mutuellement et que l'énergie nucléaire donne la possibilité de développer
l'industrie dans le monde entier. Et donc, comme Madame Poulet a dit, l'énergie nucléaire, c'est l'essentiel pour le développement futur et nous croyons que cette coopération des différentes institutions entreprises, c'est l'essentiel. Donc, nous avons préparé, nous voulons préparer une déclaration des jeunes leaders des pays différents. Et de la part de cette jeunesse, je voudrais vous demander, Monsieur Poutine, quels devront être les principes essentiels pour que l'humanité pourrait utiliser l'énergie nucléaire au bénéfice de tous les pays et tous les gens du monde entier. C'est une question un peu imprévu, mais je peux répéter la chose qui était déjà prononcée ici. Donc, ça, c'est l'égalité. L'égalité des gens et des peuples. Ensuite, c'est la sécurité et l'attention accrue à la sécurité. Ce sont les deux piliers et le reste, sont les volets techniques. Et si on veut coopérer, on pourra résoudre tous les problèmes. On a parlé beaucoup, on a discuté beaucoup si les technologies nucléaires doivent être considérées comme l'énergie pure. Bien sûr, ils le sont. Et je pense que la discussion est clôturée. C'est comme l'énergie du vent ou du soleil. En tout cas, s'il s'agit par exemple de ces sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne ou solaire, on a toujours le problème de l'accumulation de l'énergie. Et là-bas, on retrouve l'énergie qui n'est pas pure. Et quand on parle de nouveaux élans de l'énergie nucléaire et quand on parle de recyclage du combustible nucléaire avec le cycle fermé, c'est vraiment une technologie de la future avec l'impact énorme sur le futur. Et le futur appartient aux gens ingénieurs, aux gens spécialistes qui doivent développer ce sujet. Et donc, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui ici. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à votre travail. Ja,